Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Je dois l'avouer, j'aime beaucoup cette période. Les guirlandes criardes dans les rues me ramènent à l'enfance et finalement, en tant que grand nostalgique, même dans le foot, c'est ça qu'on recherche un peu, le retour à l'enfance. Je profite tranquillement de mon chômage pour me lever sur les coups de 13h du mat, petite tisane, petite clope au balcon. J'aime regarder les gens pendant cette période de fête. J'aime bien regarder les gens qui sont dans la vraie vie, celles qui meurtrient et qui blessent, qui fait du bien aussi, pendant que moi je fais actuellement un petit pas de côté. Il neige plus en ce moment, enfin ces dernières années. J'ai le vague souvenir que quand on était petit, il neigeait tous les hivers, comme pour nous rappeler que c'était maintenant toutes ces choses qu'on aime. Les calendriers de l'Avent toujours trop lents, les terrains dégueulasses de feu notre D1, la décoration d'un sapin qui n'avait rien demandé, les blessures en cascade de joueurs qui n'avaient rien demandé non plus, les listes de jouets indispensables qu'on aura oublié 15 ans plus tard ou pas, l'arrivée du Boxing Day qu'on regardera à moitié, la tête posée sur les genoux décorés de velours côtelé du grand-père, les yeux qui se ferment après un repas trop copieux mais on reste, pour voir le foot mais surtout pour faire comme les grands. Et maintenant qu'on est grand, on reste pour voir le foot, mais surtout pour se rappeler qu'on ne l'a pas toujours été grand. Pour se rappeler des pantalons en velours côtelé qui grattent la joue, mais qui font tellement de bien au cœur. Depuis mon balcon, je vois ces scènes qui se répètent inlassablement chaque année, comme les espoirs déchus du Stade Rennais. Là, une mère qui semble l'être depuis bien trop longtemps, qui tire son gamin par la main. C'est sûr qu'il préférait taper dans le ballon avec les potes, mais faut lui racheter des chaussures. C'est pas croyable, ce gamin prend une pointure tous les 6 mois. Et puis il sera bien content avec ses pompes toutes neuves qui courent vite. Peut-être même que Juliette voudra bien danser avec lui à la boum de Noël. Il y a les décos lumineuses qui font briller la ville, qui font croire qu'elle l'est tout le temps comme ça, resplendissante, qui font croire que les JO vont bien se passer et que les rats ne se baladent pas en scooter. T'as les commerçants parisiens qui sont tout sourires, on avait presque oublié qu'ils en étaient capables eux aussi. T'as ce couple qui prépare son premier Noël ensemble et ils marchent serrés l'un contre l'autre, des paquets plein les mains, comme si ça allait durer toute la vie. Ils savent bien que non, mais on s'en fout, c'est le moment d'y croire. Et rapidement, ils croisent ce couple qui sait très bien que non, que le premier Noël est loin derrière et que la vraie question, c'est plus de savoir qui des deux aime le plus l'autre, mais est-ce qu'on va encore aller bouffer la même bûche dégueulasse chez ta mère. T'as ces mecs en terrasse qui se marrent pas mal, qui picolent en parlant du nouvel an qui va être mémorable, comme s'ils faisaient un truc vraiment différent chaque samedi soir, mais on s'en fout, c'est le moment d'y croire. T'as des sourires vrais sur des visages, des mains qui se tiennent pour se réchauffer et se dire je t'aime ou pardon. T'as des trottoirs qui ont des allures de mecs heureux et t'as des types franchement heureux, qui ont sûrement oublié leur sale gueule, leurs remords et leurs impôts. T'as des gamins qui courent parce que c'est leur moyen de locomotion et juste parce qu'ils ont le droit, bordel, même si aujourd'hui ils s'appellent Timéo, Noé ou Joseph. T'as des vieux qui se marrent de leurs dernières dents et leurs derniers jours en les regardant. T'as des clodos qui les imitent de leurs dernières dents et de leurs derniers jours en beuglant. T'as des taxis un tout petit peu moins cons que d'habitude. T'as ce putain d'esprit de Noël qui marche à chaque fois sur moi et pas que, qui fait croire que tout est possible, qui annonce des retrouvailles, un renouveau, le Boxing Day et les feux de cheminée. Et t'as moi qui me caille comme un con. J'ai fini ma clope. Allez, bonne fête à tous. Hey, bienvenue à tous mes petits potocariens, ravi de vous retrouver. Et oui, je peux être très con et cynique en général, mais bordel, je me fais toujours avoir par ce putain d'esprit de Noël. J'espère qu'on va avoir un beau mercato d'hiver au pied du sapin. En attendant, pour parler d'une autre équipe en rouge et noir, laissez-moi vous présenter mes deux chers lutins qui m'accompagnent aujourd'hui. Dites-vous que si pour vous le débat avec votre copine ou votre mec, c'est de savoir si cette année c'est dans sa famille ou dans la vôtre, dites-vous que pour Tom Abadi, le choix est encore plus cornélien. Il doit choisir parmi ses 32 pays d'origine et ses 63 pays d'adoption. Alors Tom, tu vas le péter où Noël? Fin fond de la Dordogne, donc c'est pas forcément très exotique. Il n'y a pas de club à supporter là-bas, c'est ça qui te fait chier. Ah, s'il y a Périgueux, un grand quart de finale de Coupe de France il y a 3 ans. Très bon souvenir. Et avec lui à sa gauche, lui quand on parle de Noël, ça lui fait surtout penser aux tranchées et à la trêve de Noël qu'il avait passé à jouer au foot avec les cheveux, comme on disait à l'époque. Néanmoins, quel cuite mémorable il s'était mis avec Hans en décembre 1916. Dommage qu'il ait dû le tuer le lendemain. Ça va Alex?
Ouais, ça va, ça va. Bah, j'ai gagné la guerre et j'ai gagné le match, donc tout va bien. C'est le dernier match que tu as gagné d'ailleurs, quand ça remonte. Ouais, j'ai plus jamais joué. Bah, tu sais, l'amputation, la gangrène, Ça aide ça pas. aide pas. Hein. C'est pour ça la gueule cassée. Bon allez les gars, très hâte du petit sujet qui fleure bon la Ligue 1, qui ne prend pas de but, direction la Côte d'Azur. Et bienvenue à Nice, sa promenade des Anglais, son ciel bleu à l'année, les vieilles putes refaites qui se font cramer au soleil, son maire un peu trop facho et ses camions qui roulent un peu trop sur les trottoirs. Mais pas que, car l'OGC Nice est la bonne surprise de ce début de saison de Ligue 1, un peu moribond. Si le jeu des Aiglons est pas très très sexy, et il est surtout solide, ses propriétaires, son organigramme et surtout son coach sont autant de sujets qu'on avait envie de connaître plus en profondeur, voir l'envers du décor comme on sait bien le faire. Mais comme d'hab, les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait un petit retour historique pour voir ce qu'est l'OGC Nice dans le paysage du foot français. Qui commence? Eh ben, j'y vais, parce que vraiment j'étais totalement né à l'époque, en 1904, quand le club du Gymnast Club de Nice est créé avant de devenir l'Olympique Gymnast Club en 1924, l'année où effectivement Hidalgo organisait déjà les Jeux Olympiques à Paris en 1924, avant de nous flinguer le Stade Boer. Bref, les premières couleurs du club sont bleu et noir, hein, pour le savoir, avant de changer au rouge et noir lorsqu'ils mangent tous les clubs locaux. Tout simplement, ils ont récupéré tous les clubs de gym dans le coin et en 1919, ça devient rouge et noir. Bon, 1904, c'est une chose, c'est un club de gymnastique et ils se divisent en 1908. Ils vont virer les boules, hein, voilà, la pétanque c'est intéressant, mais que à Marseille, donc nous on n'en a plus besoin. Nous on veut un club de foot avec des vraies balles, un truc qui roule. Donc on a un club de foot en 1908 qui mène à la création du club de foot donc le 6 juillet. Il évolue principalement en district et en régional dans les années 20, et puis évidemment, bon, il y a un petit truc qui se passe entre-temps, une petite guerre mondiale, une deuxième aussi. Bon, entre-temps, il y a quand même eu deux faits tournants de l'histoire de ce club, c'est 1931 et 32, avec deux demi-finales de Coupe de France et la création du championnat professionnel 1932, où intègre le gym. Pour la petite histoire, alors la première division est formée d'abord de deux poules entre le nord et le sud, un peu à l'italienne, avant de se mettre en commun sur une poule. Bon, Nice il finit 13e cette année-là, et ils ont décidé que le sud, on n'en a plus rien à foutre, donc ils perdent leur licence professionnelle. Voilà, tout simplement. Ils vont attendre la Deuxième Guerre mondiale pour revenir un peu en forme et revenir dans l'élite. Et avec leur statut professionnel, ça va beaucoup mieux. Et ils entament les belles années 50, qui, c'est un peu les seules très belles années du club, hein, tout simplement. C'est les seules très belles années d'Alex aussi. Hein. Les 50, attends, j'avais quel âge déjà à cette époque-là? Une dizaine d'années, non? Un peu plus? Ah non, les Chleux, c'est beaucoup plus avant. Non, d'accord, j'oublie tout. Sachant qu'il prend un an tous les 5 ans, c'est compliqué à calculer. C'est clair. C'est l'âge de chien, ça, non? C'est pas... ouais, bref. Les années 50, c'est 4 titres de champion, dont le dernier, du coup, en date de 1959, 2 Coupes de France et 2 quarts de finale de C1, perdus tous les deux contre le grand Real Madrid. Avec, juste pour la petite anecdote, le premier titre qui est gagné dans les années 50, c'est rigolo parce qu'ils sont 9e à 13 journées de la fin et ils gagnent quasi tous leurs matchs et ils finissent champions, du coup, mais au goal average. Donc, en fait, la règle à l'époque, c'était de diviser les buts marqués par les buts encaissés, et c'est comme ça qu'ils finissent champions de France pour la première fois de leur histoire. C'est pas trop con ce truc-là de diviser les buts marqués par les buts encaissés. Grave, je crois que c'est ce qu'ils font en NBA, mais ouais, dans le foot, ça a complètement disparu. Donc en gros, Tom, c'est un peu leurs années fastes à Nice à ce moment-là. Il se passe l'essentiel de leur palmarès, il se trouve dans ces années-là. J'allais dire justement que c'était tout aussi compliqué qu'attribuer un titre en Belgique, mais bon, ça, voilà, c'est à peu près ça. Les années 60 sont beaucoup plus compliquées, avec malgré une petite implication beaucoup plus significative de la ville. Il y a quand même toutes les stars de l'équipe de France qui rejoignent, il faut le savoir. Quand même, en 73-74, il y a 6 Niçois qui démarrent un match de l'équipe de France. Ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas vu ça, même si notre petit Hugo représente un petit peu la ville de Nice à son échelle. Le site quand même du club, qui est très bien détaillé sur l'histoire du club, parle quand même des années 70, avec une deuxième place en 74, et surtout des grosses erreurs d'arbitrage contre Saint-Etienne et Nantes. C'est bien précisé pour leur sur le empêcher de site, gagner
Ouais, c'est très bien précisé, ça fait beaucoup rire, qui nous empêche de remporter le titre en 76 au profit de la grande époque des Verts de Saint-Étienne. Il clôture la décennie pardon, avec une défaite en finale de Coupe de France contre Platoche et Nancy. À l'époque où Nancy gagnait déjà la Coupe de France, hein, comme on verra dans les années 2000 aussi. Bon, en tout cas, les années 80, c'est compliqué, malgré beaucoup plus de jeunesse dans l'équipe, c'est quand même très compliqué, ça se passe essentiellement en deuxième division. Les années 90, c'est encore plus grave. Dès la création de la DNCG, hein, les petits potes lyonnais, on la connaît, celle-là, ils rétrogradent Bordeaux, Brest et Nice en 91. Les Aiglons déposent le bilan et reviennent en deuxième division en tant que club plus ou moins Phoenix, on va dire. Ils changent de nom, mais c'est plus ou moins le même club, ils gardent quand même leur titre. Club yo-yo de l'époque, Nice remporte une 3e Coupe de France en 97, année d'une nouvelle descente. Voilà, ça vous explique un petit peu l'histoire du club. Les conflits à la direction, mauvaise qualité de l'effectif, les empêchent de rêver de beaucoup mieux. Et ça mène à une stabilité en deuxième division jusqu'à l'année fatidique 2001-2002. Et juste avant, du coup, de reprendre le cours historique de cette année 2001-2002, avec il y a eu un petit truc bizarre avec la DNCG. On va en reparler juste après. Je propose qu'on se fasse une petite parenthèse, une petite pause et qu'on passe à la chronique Père Castor de Alex qui va nous parler du fameux chant de l'OGC Nice, Nissa la Bella, et sa création, enfin son retour en tout cas. Regina dei blu e di più vieita Ulissa e io canterai giù. Ouais, Jules, un peu d'histoire et de culture pour cette chanson magnifique qui est chantée par le stade de l'Alliance Riviera avant le début du match à Nice. On écoute ici la première version Nissa la Bella sur disque 78 tours. Moi, je suis comme ça, tu vois, je fais dans le vintage. Mais c'est une chanson qui a en fait été écrite en 1903 par Menica Rondelli, qui est un ancien soldat de Garibaldi et qui sera plus tard fonctionnaire municipal de la ville de Nice. Donc bon, pas de blague particulière sur les fonctionnaires musiciens, on peut juste imaginer qu'il avait un peu le temps de rêver et d'écrire. En tout cas, tous les ans, il a un délire, notre ami Menica, c'est qu'il participe au concours de chansons du carnaval, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui remporte en 1903 avec cette chanson qu'on entend derrière moi. Alors, on peut parler un peu de la chanson maintenant, parce que vous n'avez pas tous la chance, et moi le premier, de parler le nissar. On peut souligner, en traduisant les paroles, l'amour profond et sincère du poète pour sa ville. Je vous fais le premier couplet qui est chanté au stade, sans chanter évidemment. « Ô ma belle Nice, reine des fleurs, tes vieilles toitures, je chanterai toujours, je chanterai les montagnes, ton décor si riche, tes vertes campagnes, ton grand soleil d'or. Toujours je chanterai sous tes tonnelles, ta mer azur, ton ciel pur, et toujours je crierai dans ma ritournelle, vive, vive Nice la belle. » Voilà, c'est pas non plus les paroles du siècle, mais ça a le mérite d'être communicatif au stade. Et si cette chanson, elle existe depuis 120 ans, mais c'est pas pour autant qu'elle a toujours été chantée, que ce soit au Stade du Ray ou à l'Alliance. En fait, il faut revenir 20 ans en arrière, on est alors en 2002, et c'est là que Nice valide sa montée en Ligue 1 après plusieurs saisons de galère dont vous parlez, Tom. Et en fait, le club est d'abord envoyé en national par la DNCG pour des raisons financières. Ils font donc appel au comité olympique qui finit par valider sa montée. Donc il y a quand même à ce moment-là un peu les montagnes russes émotionnelles pour le club, et c'est là que la magie va opérer. On est donc à l'été 2002 et c'est sur le forum OGC Nissa, qui est encore actif aujourd'hui, que tu as deux mecs qui discutent, des gars qui sont abonnés, qui sont ultra, et ils se disent ce serait quand même pas mal de redorer le flambeau de la culture niçoise. Et ça commence à s'emballer. Et là, ils prennent une décision tous les deux devant leur ordinateur. Un soir, en discutant comme ça, ils disent « Mais en fait, il faut qu'on chante cette chanson au Stade du Ray et il faut qu'on le fasse pour, je cite, parce qu'il y a encore les échanges du coup qui ont été retrouvés, pour l'affirmation de la détermination et de la puissance d'un stade unifié derrière sa ville, son équipe, prêt à se soulever pour la pousser vers la victoire, la manifestation solennelle du 12e homme avant que la reine ne lâche les aiglons. »
Donc on voit bien que les mecs sont au taquet là, ils sont en train de rentrer dans un sacré délire et on arrive à se projeter avec eux, mais pour l'instant ils sont toujours que 2 derrière un écran. Donc ils doivent se mettre à fédérer autour du projet et c'est alors là que sort de leur esprit l'opération Ménica. L'opération Ménica, c'est quoi? C'est le début des galères, c'est-à-dire planifier l'opération, la com, l'accord du club, financer et distribuer les tracts avec les paroles et surtout se mettre d'accord avec les autres groupes de supporters. Donc après de multiples négociations, la musique sort enfin des enceintes avant un match. Tout le monde se lève, même les gens qui parlent pas, qui ne comprennent pas et qui font du yaourt. Et en janvier 2003, ils distribuent 13 000 tracts avec toutes les paroles de la chanson. La musique est définitivement adoptée et elle restera éternellement dans le nouveau stade. Et je voulais vous raconter cette petite anecdote parce que moi je trouve que c'est le foot qu'on aime. Il n'y a pas de discours marketing, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de blé. Il y a juste 2 mecs amoureux de leur club sur un forum qui un soir se sont dit, ils ont rêvé une ambiance, ils ont pensé un moment magique dans leur tête et ils ont réussi à le réaliser et je trouve ça assez joli. Merci Alex, en effet c'est très très cool et c'est très joli. Je suis moins sûr que ce serait possible aujourd'hui, ce genre Bah, d'initiative, mais en tout cas ça je pense qu'un message comme ça, tu le mets sur un forum lyonnais, ça se transforme en quelque chose de très différent à la messe à Lyon, hein. ouais, j'ai pas envie de voir, quels Lyonnais ont envie de descendre dans les rues pour, derrière leur ville et leur club. Et je suis pas sûr que ça aide devant la DNCG ça, hein, Ouais. pour le coup. Bon du coup les gars, on reprend un peu notre fil en 2002, on essaye de filer vite vers les dates qui nous intéressent, les dates un peu clés du 21e siècle de l'OGC Nice. Bah, je pense qu'effectivement après 2002, il y a pas grand-chose de très intéressant, jusqu'à, bah, le rachat de Rivière. Je pense, on peut peut-être s'arrêter là si vous voulez, en discuter. Ouais, Ouais, bah il y a le petit passage Ancelotti qui est assez notable pour ce qu'il a. Antonetti, pardon, n'importe quoi. c'est pas la même classe, c'est pas le même style de jeu. Ouais, non, mais mettre les deux dans la même phrase, c'est vrai que j'ai eu des frissons d'un coup. Il y a le passage d'Antonetti qui est assez notable parce qu'il écrit quand même des pages assez cool de l'histoire de Nice. C'est une équipe qui va osciller entre. Alors, il y a des saisons très compliquées avec des maintiens à la dernière journée, mais on va dire ventre mou, quoi, avec des joueurs assez sympas. Il y a une finale de Coupe de France contre Nancy, je crois. Avec du Ils avaient Florent perdu Valmont, du 2-1. Marama Vaihura, du Darius Vitanic, c'est tout Ouais, qu'on aime. exactement. Non, je crois pas que Zvitanic c'est soit là Zvitanic, c'est plus encore, tard. mais il y a du Baki Koné en attaque. Il y a du. Je me demande David s'il y a. Bellion? Ouais, il y a du David Bellion. Ouais, je me demande s'il n'y a pas du Rod Fanny aussi. Ah oui, Ouais, alors c'est sûrement, un bah, petit bien peu plus sûr. tard je pense que 2006, mais oui, c'est ça. Je crois, ouais. Et donc voilà, c'est des équipes sympas Il y a qui du marquent avec il y a des du joueurs qui ont fait Cyril le Roll sacré et du derrière. Pancho Abardonado aussi. Ouais, bah ça c'est sûr. Ouais. Cyril Roll, légende du club, quoi. Et du tacle. C'est ça. Mais ce qui se passe en 2011, c'est que le club est racheté. Alors, il n'est pas racheté dans sa globalité. On parle de 51% de propriété par Jean-Pierre River, qui investit de l'ordre de. Alors, c'est le foot. C'est 2011, hein, c'est il n'y a pas si longtemps, mais pour avoir 51% de Nice à l'époque, ça coûte 12 millions d'euros. Voilà, faut remettre dans le contexte un peu les budgets et la structure du club qui certes a 100 ans, mais qui n'est pas non plus un gros club du championnat de France. Et Rivière, un des premiers trucs qu'il fait, c'est qu'il va ramener Claude Puel, qui est un peu le bâtisseur parfait pour lancer un projet. Il va développer les structures, le centre de formation. Il commence déjà à penser à un nouveau stade parce que le stade du Ray, c'est quand même c'est quelque chose, quoi. Il y a une vraie ferveur, il y a une ambiance, mais c'est ouvert aux quatre vents. On a l'impression que les tribunes vont s'effondrer à chaque fois qu'il y a un but. Ouais, c'est Enfin, ce qu'on disait, on a tous les images quand on était petits, avec les mecs sur les balcons qui voyaient le stade. ouais, c'est ça comme au Red Star, comme c'est voilà le truc, le stade, les stades qui n'existent plus maintenant. Ouais, et quand même, à ce moment-là, ils du coup réfléchissent à un nouveau stade. Ils déménagent en 2013 à l'Allianz Riviera, quand même avec l'idée que ce sera l'un des stades principaux, il me semble, pour l'Euro 2016, donc 35 000 places. Et c'est un beau bébé, hein. En plus, c'est sponsorisé par Allianz, donc c'est quand même c'est un peu de classe quand même. On arrive avec Claude Puel et qui est accompagné de ses deux loustigs, le petit Hatem Ben Arfa qui va relancer parfaitement et devenir le meilleur joueur de Ligue 1 quasiment à cette époque-là, malgré les Ibra et compagnie. Et le petit Valère Germain, hein, qui commence à planter quand même pas mal de buts devant et qui fait faire chandelle à une très très belle saison niçoise qui leur mène à nouveau à la Ligue des Champions
la Coupe d'Europe pour redécouvrir ce que c'est plus de 20 ans après leur dernière participation en Coupe d'Europe. Alors ça c'est selon le site, ça dépend ce que tu penses de la Coupe Intertoto. Voilà, on en est là en tout cas. Voilà. Mais bon, en tout cas, ils se qualifient quand même pour une première phase de poule de Ligue Europa quand même à cette époque-là. Bon, évidemment, la FFL pourra nous dire qu'ils ont été encore glorieux, mais comme beaucoup de clubs français à cette époque-là, en tout cas, bon, c'est plutôt une bonne période pour le club qui voit quand même s'enchaîner plutôt des bons joueurs. On voit ensuite le cycle Lucien Favre avec Balotelli et compagnie. Dante arrive en 2016 Younes également, Belhanda avec le aussi, statut de de... retour. Tout à fait. Absolument. Et Bon, après du Dante, coup, il est quand même resté un peu plus longtemps, quoi. dans tout ça, les gars, à quel moment, en fait, Ineos arrive là-dedans? Il y a d'abord un rachat d'un consortium chinois en 2016, mais c'est surtout en 2019 qu'on voit l'arrivée d'Ineos qui arrive avec du coup Radcliffe et toute sa clique qui est assez l'argent, on va dire ça comme ça. Ouais, on va y venir. Du coup, voilà, tu le disais, il y a Radcliffe et Ineos qui débarquent et qui rachètent le club. Avant de parler peut-être des balbutiements du projet Ineos au début, etc., est-ce qu'on peut parler déjà de la team qui entoure Radcliffe quand il arrive là-dedans? En fait, c'est un sacré délire l'arrivée de Radcliffe parce que c'est un milliardaire qui investit en Ligue 1. Il est propriétaire d'Ineos, donc on en parlera après. Mais c'est un mec qui a réussi de dingue dans le vélo, qui a des vraies connaissances dans le sport. En fait, on détaillera Ineos après, mais on est obligé de poser un tout petit point de contexte. C'est que Ineos arrive un peu avec ce projet de galaxie, mais au lieu de faire une galaxie de club de foot, ils veulent faire une galaxie de club de sport en règle générale. Donc ils investissent dans la F1, ils investissent dans la voile, ils sont déjà très bien implantés dans le vélo, ils ont gagné 5 Tours de France, je crois. Donc en fait, on se dit, il y a quand même des cadors qui arrivent. En plus, ils sont blindés. Quand ils veulent réussir, ils vont investir. Et là, en fait, tout le monde à Nice se met à rêver parce qu'on se dit, ils viennent pour concurrencer le PSG. Sachant que je me rappelle à l'époque qu'il y avait des insiders de Nice et des journalistes proches du club, etc., qui mettaient des réserves parce qu'ils s'étaient quand même plantés en Suisse, Ineos, sur le C'est foot. ça. Je crois À que Lausanne. ouais, à Lausanne, Ouais. c'est ça. Et le club avait été relégué. Ouais. Mais en tout cas, on se dit, bon, c'est quand même la Ligue 1, il y a potentialité de jouer l'Europe, et les discours à l'époque, ils sont très encourageants. Alors, pour la petite histoire, 6 mois avant qu'Ineos arrive, Jean-Pierre River s'est brouillé avec les investisseurs chinois, et du coup, il a quitté le club. Quand Ineos revient, Fournier aussi. et Fournier aussi, il est parti avec lui, tout à fait. Et quand Ineos arrive, il le replace à la tête du club. Donc en fait, Jean-Pierre River est là non plus en actionnaire majoritaire, il est là en tant que directeur général et il est un peu la caution locale. C'est-à-dire le niçois, le mec qui a réussi, français, et qui connaît les infrastructures. Et en fait, malgré tout ça, il y a une petite pagaille qui commence à se mettre en place, et c'est là où on comprend plus rien du tout. Parce que Radcliffe, il est là sans être là. Je me rappelle pour l'anecdote, les premiers mois, il vient au club et tout le monde se dit ah cool, on va faire une conférence de presse avec lui, on va pouvoir lui poser des questions, il va expliquer son projet. Et en fait, le gars, il est juste venu faire un match avec ses joueurs. Et lui, il se dit bah, j'ai mis mes mecs en place, qu'importe ce qu'en pense la presse, chacun fait sa vie. Et là, il y a des premières. Donc, ils sont là depuis 4 ans. Et pour faire un petit bilan rapidos, ils ont fait 9e, 5e, 9e. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas sur la réussite du siècle. Et en termes de recrutement et de projet, en fait, c'est pas du tout adapté à ce qu'ils vendent sur le papier quand ils arrivent, quoi. Je Et sais pas si Tom, est-ce qu'on peut faire du coup, juste avant, on va parler de ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, depuis l'arrivée de Florent Ghisolfi au club, qui donne un peu un nouvel élan au projet. Juste avant, tu dis, il a mis ses mecs en place. C'est qui les mecs qu'il met en place, en fait, Radcliffe? C'est qui la garde rapprochée de Radcliffe, on va dire, tout en haut de l'organigramme, avant de descendre dans l'opérationnel et dans le sportif? Bon, Radcliffe, en tout cas, c'est un sorte d'empire, faut le savoir. Déjà, lui, de base, c'est un mec qui investit dans le pétrole et le gaz en général. Un grand fan de Brexit, il s'est barré de l'Angleterre pour aller se poser à Lausanne, à un moment où il avait des problèmes avec justement les impôts anglais. Il a un gros problème avec l'Union européenne parce que niveau écologie, c'est pas terrible non plus. Ineos s'est presque cassé la gueule en 2008 et je pense que c'est intéressant de voir le projet Ineos
Même côté pétrole, parce qu'en fait, à la base, c'est un tout petit truc qui rachète des petites parts un peu partout et en fait, ils ont fait pareil dans le sport. C'est-à-dire que leur premier gros achat, c'est de racheter la SkyTeam, qui est la grande équipe de cyclisme de l'époque, mais qui va pas bien du tout. Alors eux, ils la rachètent, ça devient Ineos et Chris Froome, effectivement, gagne les 5 Tours de France dont tu parlais tout à l'heure, Alex. En tout cas, il est très bien entouré, notamment de ses frères, hein, Curry notamment, mais surtout Bob qui, depuis devenu, représentant football au sein de Ineos parce que c'est un empire, hein, maintenant, l'OGC Nice, c'est le grand Lausanne qui a été relégué quand même, l'année dernière, qui est revenu un petit peu au premier plan, tout en étant, plutôt mal classé en Suisse. En tout cas, l'identité niçoise pour lui, il le dit, ça a été important, même si à terme, dans les 3 à 5 ans après son rachat, Nice devait être un club européen régulièrement. Comme tu dis, Alex, on n'y est pas encore. Ouais, Bon, donc en fait, moi je vais vous présenter. quand on dit, Vas-y. quand on dit les mecs en place avec lui, c'est sa famille, en fait, c'est son frère qui place surtout. C'est surtout son petit frère, ouais, effectivement, qui est directeur de football d'Ineos. Il y a Fournier et Galtier qui ont été limogés, entre guillemets. Donc, on se retrouve avec Bob Radcliffe, qui a beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui. Mais l'un des autres mecs importants, et je pense qu'il va falloir parler du scandale récent, c'est David Brailsford, je vais le refaire, c'est David Brailsford, je vais bien prononcer son nom, qui est devenu manager de la partie sport d'Ineos, en plein audit dans un club qui était un petit peu à la dérive, on va dire, il y a quelques mois. Ouais, bah alors, avant du coup de peut-être parler des gens individuellement, qu'est-ce qui peut, parce qu'il y a beaucoup de noms, j'imagine, pour les gens qui nous écoutent et machin, lequel de vous deux peut un peu nous résumer l'organigramme, qui fait quoi en fait dans ce club, et puis après on reprendra un peu les mecs un par un. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est dans cette notion de galaxie, Radcliffe et Ineos, tous les mecs qui performent dans leur secteur, souvent il les sort pour les mettre à la tête de la partie sport de l'entité Ineos. Mais en fait, c'est comme avec par exemple le City Group où vous vous rappelez quand on parlait de Giron, on disait Pere Guardiola qui a des liens avec City, il discute avec Bigger Einstein pour réfléchir à la suite à donner au club. Bah là, c'est un peu pareil. Donc en fait, c'est difficile et c'est pour ça qu'au début, c'était un sacré bazar. Parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi et qui prenait les décisions correctement, quoi. Alors on l'a dit, il y a Julien Fournier qui s'est barré après le. On va pas trop parler de Galtier parce que Non, ouais. l'enquête qui est en cours. Il y a plein d'infos qui sont sorties sur l'équipe. Il y a eu beaucoup de témoignages, donc on vous laisse aller lire ça parce que ça reste quand même assez choquant en fait à lire, tout simplement. Mais tout ça pour vous dire que ça a affiché un sacré bazar et que du coup il y a eu une restructuration cet été. Et c'est là où on s'est tous dit, je pense, hein, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais cet été, il y a donc Jean-Pierre River qui est arrivé au micro et qui a dit devant tout le monde avec un ton très détaché, écoutez, le projet a changé, on a revu les ambitions à la baisse, on est sur quelque chose de plus raisonné. Et là où moi je trouvais que les 4 premières années, je trouvais le projet pas du tout adapté au discours, c'est-à-dire pas assez d'investissement, pas assez d'ambition, pas assez de structure de travail professionnelle. Là, en fait, Nice est un peu rentré dans les clous. Et pour répondre à ta question, Jules, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont placé Fabrice Boquet, qui est donc le DG du club. Donc lui, il doit assurer la conduite stratégique et opérationnelle de tous les services du club. C'est un mec qui est diplômé d'HEC, qui a bossé chez un cabinet de conseil, McKinsey, et qui était déjà passé par Lorient il y a quelques années. Donc il connaît le football. Et surtout, le gros coup, c'est d'être allé chercher Florent Ghisolfi. Alors Florent Ghisolfi, évidemment, vous le connaissez pour l'épisode qu'on a fait sur Lens et parce que vous en avez entendu parler précédemment, mais c'est lui l'architecte du projet lensois, c'est lui qui est là en D2, c'est lui qui participe au lancement du projet, c'est lui qui milite pour mettre Francaise, c'est lui qui milite, qui fait signer Sotoka, qui fait signer Gradit. Donc peut-être qu'on détaillera après chacun des rôles. Ouais, on va en Mais reparler un peu, on a parce que c'est vraiment le mec pour moi qui donne le nouvel élan au projet niçois en ce moment. En fait, c'est le gars qui rassure. Si tu veux, si il n'y avait pas, Ghisolfi au club et qu'on avait entendu le discours de River, et pareil, River, en fait, son rôle concrètement, moi, je ne peux pas vous répondre. Il fait quoi? Il fait de la représentation.
quelle décision il prend concrètement, il fait quoi? Il fait des conférences de presse. Enfin, moi, je ne sais pas vous dire ce que fait concrètement River dans le club. En tout cas, ce qui est sûr, En c'est tout qu'il y cas, a il un est très mec. bronzé. Il est très élégant, très bel homme, très bel homme. Mais, Très bon communicant. mais en tout cas, le gros coup, je trouve, de l'ensemble du mercato Ineos, si on prend les 4 années confondues, c'est vraiment l'arrivée de Ghisolfi, parce que c'est un mec. Donc du coup, dès qu'il est arrivé, il a mis une nouvelle structure en place. Il a refondé la cellule de recrutement, qui est désormais scindée en 2 groupes. Il a renforcé le staff de l'équipe première avec l'arrivée de préparateurs physiques. Et ça, Tom, je crois que tu voulais en parler. Ouais, bah justement, bah en fait, c'est pas, je sais pas si c'est tellement Gisolfi ou du coup Bransford qui est arrivé quand lui il ramène 2 mecs parce que bon, pour être honnête, Bransford il arrive en plein audit. C'est lui qui arrive, qui est la tête de du coup l'ancienne Sky Team et l'équipe de cyclisme d'Ineos et qui arrive pour faire l'investigation en interne de ce qui s'est passé avec Galtier. C'est lui qui est censé recevoir le mail qu'il a reçu, qui a caché, etc. Bon bref. Oui, et Du coup, tout de outre suite, ça part l'affaire sur une mauvaise Galtier, il est base. aussi là pour restructurer et faire un audit pour voir ce qui déconne dans le club. Absolument. Ouais, absolument. Donc l'un des mecs qui ramène, c'est d'abord Ian Moody, qui est l'ancien chef de recrutement pardon, à Crystal Palace, parce que lui, Braceford n'a aucune expérience dans le foot, donc il faut bien faire un recrutement à l'été 2022. Bon, il faut savoir que Ian Moody, il a déjà été éjecté de Cardiff parce qu'il a eu des propos racistes. Bon, c'est un détail, bon, ça fait partie du commun des mortels, tout ça. Et surtout, t'en parlais Alex, Braceford, il ramène Martin Johnson, qui est un ancien militaire et qui fait de la préparation mentale et physique avec les joueurs maintenant pour essayer de recadrer un peu tout ça et repartir de l'avant. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu un peu ce qu'il a pu ramener pendant l'audit, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu le travail de Ghisolfi, avec qui il travaille dans le club. Euh, Quel a été son vrai impact en plus du coup de ce qu'il a restructuré, on va dire, en termes de cellules de recrutement, de préparateurs physiques, etc. Est-ce que tu peux en parler un peu, Alex, des mecs qui bossent avec Ghisolfi et pourquoi on a l'impression que le projet niçois est plus viable sportivement aujourd'hui? Parce que en fait, il a tout remis à échelle saine et logique. Alors, je pourrais pas te donner dans le détail le nom des gens qui bossent concrètement avec lui, mais déjà, on peut parler par exemple, tout ce qui est la formation et la post-formation, où ils se sont mis à prêter beaucoup plus de joueurs et ils ont pris un gars qui s'appelle Fred Joria, qui était joueur à Nice il y a une vingtaine d'années, je crois, si je dis pas de bêtises, et qu'ils ont installé dans un rôle de talent manager et qui lui en fait va être chargé de suivre tous les joueurs prêtés et de faire des retours et des liens avec le staff. Et en fait, Ghisolfi, il arrive certes avec une baisse de budget et il le dit, hein, il dit moi on m'a pas vendu ça quand je suis arrivé, mais j'ai dû m'adapter. Et il garde quand même des ambitions quand il arrive. Il dit très vite l'objectif c'est d'être européen et de l'être chaque saison. Et c'est pas parce qu'il y a eu une réduction de budget qu'on n'est pas capable de travailler intelligemment. Et vu ce qu'il a fait à Lens, qui est vraiment le modèle ultime du football français, on peut que être un peu optimiste sur ce qu'il est capable de faire à Nice. Et c'est ça qui fait que, par exemple, Ghisolfi, c'est lui qui a aussi forcé pour l'arrivée de Mofi, qui est quand même un transfert à 30 millions d'euros, qui est une somme colossale pour Nice. Il a pris des risques assez vite et je vous rappelle à l'époque que Marseille est dans la balance. Le club anglais aussi. Mofi préfère aller à Nice. Ouais, il y a des clubs anglais sur le dossier, donc c'est dire la force de persuasion de cet homme qui sait convaincre et parler aux joueurs, quoi. On est plutôt confiant pour le GC Nice tant que le projet sportif est dans ses mains. Justement, on a un coach qui est arrivé cet été, notre ami Farioli, dont on va parler tout de suite. Quelqu'un peut revenir un peu sur le parcours de ce mec-là, parce que qu'on se le dise, à part les puristes qui vont venir me dire ah mais si bien sûr Farioli machin, en vrai quand il arrive, avant qu'on se renseigne, on savait pas trop qui c'était ce gars-là. Non, personne le connaît, à moins que des mecs suivent le championnat turc et des fans des Herbis. Mais c'est en fait Farioli, c'est le cauchemar de Raymond Domenech. Genre, je pense que si tu dois construire vraiment le cauchemar de Domenech où la nuit il s'endort, il voit un Italien jeune
qui n'a pas fait de carrière professionnelle, qui est universitaire, philosophe et qui parle de foot. Et là, Domenech, c'est les boutons directs, c'est Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc évidemment, prône le beau jeu. Donc, non, mais sans rigoler, pour faire rapidos son histoire, je démarre et Tom, tu continueras si tu veux. C'est un gardien de but amateur jusqu'à ses 21 ans. Il démarre une carrière en tant que coach des gardiens et en fait, il passe surtout une partie de son temps à la fac de Florence pour suivre un cursus de philosophie. Il raccroche assez vite les crampons et il obtient en parallèle un premier poste d'adjoint au Fortis Juventus, qui est un club semi-pro toscan qui navigue dans les bas-fonds de la série D, enfin qui n'est pas du tout un gros club, mais bon, il est très jeune, hein, on parle d'un mec de 21 ans. Il y reste 5 ans et c'est là qu'il boucle une thèse qui est consultable en ligne, mais qui est évidemment en italien, qui s'appelle Philosophie du jeu, l'esthétique du football et le rôle du gardien. Et ce qui est rigolo pour l'anecdote, c'est quand il propose ce sujet à son prof, lui le recale et lui dit Farioli, ici on n'écrit pas pour la Gazzetta dello Sport. Donc c'est dire, mais bon, il n'a pas lâché le truc, il s'est battu et il a réussi à rendre sa thèse. Il part. Non, moi je veux vraiment parler de la philosophie des gardiens. Ce n'est pas c'est pas on du est foot, on est quand même du coup sur un profil plutôt intello. Moi, c'est marrant quand je lisais les premiers articles, il me fait penser, je trouve qu'il a un profil d'entraîneur portugais en fait un peu. On avait fait un épisode sur justement les entraîneurs portugais, ils ont tous un peu ce profil-là. Donc du coup, c'est quoi la suite de son parcours une fois qu'il a écrit sa thèse? Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est qu'il cite ses propres poèmes quand même dans sa thèse. Il fait une thèse, il fait un poème sur la solitude des gardiens et il se cite lui-même. Bon, il cite Barthez aussi, accessoirement, mais voilà, ça fait partie du... à côté de Kant et compagnie, c'est vrai que Barthez, ça a totalement... T'es sûr que c'est pas Roland Barthes, hein? C'est bien Barthez, hein? Non. Après, il était bon au jeu au pied, hein, Barthes. Ouais. Absolument. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, du coup, après sa thèse, il est un peu reporter, il est un peu comme moi, voilà, finalement, il fait un petit article sur l'équipe de Foggia, qui est en 4e division. C'est-à-dire que lui, il se cite dans sa thèse et toi, tu te mets dans des comparaisons de toi-même, quoi. Ouais, bah écoute, moi, mes petits articles à mon échelle, ça vaut ça aussi, hein. Ouais, non, il fait un article sur l'équipe de Foggia qui est entraînée par du coup De Zerbi, qui le repère son article. Il dit franchement, c'est sympa, t'as bien compris ce que je voulais faire. Bah, pourquoi tu ne deviens pas notre entraîneur de gardien à Benevento, qui sera le prochain club de Zerbi, avant de passer effectivement à sa grande phase à Sassuolo, que tout le monde a un peu suivi, on va dire, au moins De Zerbi à ce moment-là, qui part au Shakhtar. Lui, après son passage à Sassuolo, où ça se passe plutôt bien, les gardiens, ils s'enchaînent. J'ai l'impression que c'est Conchigli, de souvenir, qui est le goal à l'époque. Et au pied, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup mieux que lui à ce moment-là en Italie. Et lui, il part, continue son aventure d'entraîneur de gardien. Il part en Turquie, à Alienaspor d'abord, et après, il devient manager de Karagümrük, avant de revenir à Alienaspor, qui est le dernier passage avant de venir à Nice. C'est peut-être aussi à ce moment-là qu'il a repéré l'un des joueurs phares dont Alex nous parlera plus tard dans le championnat turc. Je n'essaierai même pas de prononcer son nom, mais c'est le milieu de terrain défensif. Voilà, bref. En tout cas, il passe, ça se passe plutôt bien, mais en tout cas, c'est le côté très philosophique, très réfléchi, et que c'est une philosophie de jeu évidemment très intéressante pour redorer une image d'un club qui a un peu souffert ces derniers mois avec des scandales, qui s'est un peu remis sur pied avec Digard, on va se l'avouer. C'est que l'arrivée de Digard l'année dernière a fait plutôt plaisir au club, même si c'est pas très bien fini. Mais ce qui est sûr, c'est que Farioli, c'est un entraîneur très moderne, qui n'était pas forcément très haut sur la shortlist quand c'est les autres dirigeants qui choisissaient. On parlait plutôt de Lebris. Mais bon, c'est un peu dans le même style, hein. On avait parlé de Lebris dans l'Orient aussi l'année dernière. C'est le côté très universitaire et réfléchi qui a permis au club de faire. On était tous un peu surpris de l'arrivée de Farioli. D'ailleurs, c'est vrai qu'au début, on nous le décrivait comme un mec très moderne et machin. On s'attendait à un style à la Lebris. C'est pas exactement ça, Farioli. On est d'ailleurs, Tom, tu es allé interviewer Vincent, qui est un supporter de Nice, qui est créateur de contenu aussi sur Twitter, donc il s'appelle Bertigno. On vous mettra évidemment le lien sur tous nos réseaux sociaux. C'est
super intéressant. Il fait pas mal d'analyses tactiques, de data, etc. On allait parler une vingtaine de minutes avec lui. Vous allez voir, je vous le dis, on le fait quasiment jamais, mais on va le faire là parce que l'entretien était passionnant. On va vous mettre des incrustes évidemment dans l'émission comme on a l'habitude de le faire, mais vous retrouverez aussi en épisode bonus les 20 minutes d'entretien qu'il a eu avec Tom pour ceux qui veulent un peu plus plonger dans la tactique de l'OGC Nice. Et pour commencer, on va déjà l'écouter nous parler un petit peu du profil de Farioli. C'est quelqu'un qui, comme tu dis, qui est très curieux, qui a toujours voulu beaucoup apprendre. Il a fait notamment des études de philosophie, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un en fait de très ouvert et qui est en constante réflexion. Et je pense que c'est un entraîneur, on va dire moderne, dans le sens où il va utiliser chaque outil à sa disposition et essayer d'en tirer un maximum. Donc forcément l'analyse vidéo, il a un nouvel adjoint en analyse vidéo qui l'a rejoint aussi cet été. Et puis l'analyse de data aussi qui est très présente. Il l'a dit, les joueurs l'ont dit aussi, ils analysent énormément de matchs, énormément de data pour préparer justement les rencontres à venir et essayer de s'améliorer aussi de leur côté sur les choses qui ne fonctionnent un petit peu moins bien aujourd'hui. Ouais, donc les gars, avec l'intervention de Vincent, on le comprend bien. Tout le monde qui s'y connaissait pas trop s'attendait, parce que sur le papier, philosophe, thèse, on s'attendait à une espèce de création de beaux jeux et tout. En fait, on fait face à quelqu'un de très pragmatique. T'as le sentiment que il se structure avant de se déstructurer, tu sais. Qu'en gros, parce que évidemment, on a tous Brighton en tête, on a compris un peu l'idée des Zerbi et Vincent en parle très bien et il continuera à en parler après. Mais on a le sentiment qu'il a d'abord sécurisé sa défense pour ensuite faire comprendre à ses joueurs là où il veut les emmener. Et du coup, dire ça, c'est un peu prendre un pari parce qu'on ne sait pas s'il va y arriver. Si ça se trouve, et c'est déjà arrivé plein de fois en Ligue 1, je vous rappelle Peter Bosz qui est en train de rouler sur le championnat néerlandais avec le PSV et qui n'a jamais réussi à faire passer son message aux joueurs lyonnais. Parfois, c'est compliqué en France d'apporter des nouveaux concepts et de nouvelles idées. Donc, on a compris qu'il sécurisait pour après exploser et faire quelque chose de séduisant, mais pour l'instant, on ne le voit pas. On va pas se mentir, on va pas dire c'est magnifique, tout ça, on le voit pas, quoi. Non, mais je pense que à la limite, l'animation défensive, à la limite, si on est vraiment un peu dans l'idée de. Je sais pas, moi je suis pas particulièrement fan de ces équipes passées, mais si tu es très Cholismo par exemple, je pense que voir un truc où, si tu as des vidéos, notamment d'Athletic, il fait ça bien, où c'est la défense qui tourne un petit peu comme une sorte de toupie, avec le latéral gauche qui devient central, le latéral droit qui devient milieu Oui, ils droit, s'entraînent etc. avec un Où il y a élastique toute pour la rotation. garder toujours ce mouvement. Ils sont tous liés Voilà. les uns aux autres. Oui, ça peut être beau. Ouais, c'est vrai. Ça peut être beau, mais après, c'est vrai que c'est pas forcément de foot où tu te réveilles, comme disait Jules, dans un épisode passé, voilà, tu te réveilles pas le samedi après-midi pour dire: «Putain, j'ai vraiment envie de voir, Nice Après, jouer la petite différence, et offensivement». on verra, je trouve, par rapport à un Peter Bosz ou à certains coachs comme ça, c'est certainement que Farioli est peut-être moins dogmatique. Sa grande force, c'est sûrement son adaptabilité. Et justement, Ouais. Vincent nous en parlait avec notamment un petit exemple avec le PSG. C'est un entraîneur qui est très minutieux, qui est très à cheval sur les détails au niveau tactique, et il s'adapte beaucoup à ses adversaires. Il l'a dit lui-même, hein, il analyse tous les matchs. Il est très très porté sur le détail, sur les points faibles, les points forts de chaque équipe. Et en fait, à chaque match, il essaie d'avoir une formule un petit peu commune, mais en ajoutant quelques petites touches pour s'adapter et contrer l'adversaire. On peut par exemple citer contre le Paris Saint-Germain, on avait Youssouf N'Daye, donc numéro 6, qui redescendait souvent entre les deux centraux que sont Dante et Todibo, pour fermer l'espace et empêcher Mbappé de prendre la profondeur. Alors du coup, Vincent nous en a dit 2-3 mots là dans ce qu'on vient d'écouter, avec justement, en fait, finalement, c'est un coach qui s'adapte beaucoup à ses adversaires. Mais en dehors de ça, si on devait tirer un peu une ligne directrice de son OGC Nice, vous l'avez dit les gars un petit peu avant, les grosses forces du Nice de Farioli, c'est quoi?
Je pense que c'est l'animation défensive, il n'y a pas de doute. C'est que arriver à faire ça avec un Dante, par exemple, c'est assez impressionnant, même si Dante n'est pas le plus con sur le terrain non plus. Mais arriver à enseigner ce qu'il a enseigné à Melvin Barr, par exemple, ou à rechoper des joueurs qui étaient un peu, pas à la ramasse, mais à l'automba, c'était pas forcément évident qu'ils sachent faire ça. Et en même temps, arriver à faire un tel pressing. Et ben, encore une fois, l'exemple de PSG est très marquant parce qu'ils ont pressé tellement haut, mais en même temps, ils savent aussi s'adapter que si la première ligne de défense, c'est-à-dire l'attaque, est dépassée, le bloc, c'est revenir très rapidement en bloc médian et arriver à garder cette sorte de structure très intéressante. Et je pense que la stat, elle est peut-être encore vraie, mais en moyenne, entre guillemets, c'est une stat un peu longue, mais en moyenne, la distance de tir des adversaires de Nice est la plus loin du but en Europe. C'est dire, c'est vraiment le truc, genre, c'est tellement compact que tu n'arrives pas à tirer et surtout pas de près qui, du coup, limite les opportunités. Évidemment, on a eu déjà la ruse et la problématique 11e art où ils ont perdu avant même de faire l'épisode Potocaré. Mais voilà, au moins, on est au courant que c'est pas de notre faute. Mais après, Mais ce qui est sûr, c'est que. ouais, vas-y, je te Vas-y, laisse vas-y. finir, Tom. Bah, on reviendra sur Bolka et son importance plus tard, mais le fait qu'il n'ait pas autant de tirs, etc., bah, évidemment, ça aide pour garder autant de clean sheets, qui, je pense, est encore le record en Europe. Donc, Ouais. voilà, c'est l'animation défensive, ça, c'est sûr. Puis après, une des grosses forces de ce Nice-là, c'est évidemment justement son socle défensif et son pressing qui est presque un individuel sur tout le terrain, qui demande une grosse débauche d'énergie. Et surtout, on va écouter je trouvais ça super intéressant dans l'entretien que tu as eu avec Vincent, c'est surtout sur le côté très complet de Nice, qui est une des rares équipes qui, même quand ils n'ont pas le ballon, donne une sensation de maîtriser le match, même sans le ballon. Donc on va écouter Vincent nous parler de ça. Le but de Farioli, c'est vraiment d'avoir le contrôle du match. Donc pour lui, la stabilité, c'est pas avoir non plus tout le temps le ballon et dicter le rythme du match, mais c'est aussi être capable de défendre et de garder de la stabilité en défendant, mais aussi en attaquant. Donc en fait, c'est un contrôle de toutes les séquences du match. Donc c'est ça qui est très très intéressant avec Farioli, c'est que son équipe maîtrise plusieurs facettes. L'OGC Nice est capable de marquer sur des contre-attaques, de marquer sur du jeu de possession, mais aussi d'effectuer, par exemple, un contre-pressing très haut ou alors de se replier et de défendre plus bas. Et ça, c'est une des forces de cet effectif, c'est que on s'adapte constamment à la façon de jouer de l'adversaire et aux situations en match. Donc ouais, on a écouté les gars, Vincent qui nous parle justement de ce côté un peu pieuvre de l'OGC Nice, qui est efficace en fait dans les transitions rapides, qui est aussi efficace en possessivité. Leur vraie carence finalement, c'est que ça marque pas de but quoi devant. Enfin, pas beaucoup. Non, ça c'est sûr, voilà, c'est le strict minimum, c'est le 1-0 vraiment à fond. Dans une certaine mesure, ça me rappelle le Leicester en fait de 2016, qui était vraiment presque chanceux sur la fin de marquer des buts. Il y a évidemment un peu de talent. Mofi, évidemment, est monstrueux, notamment sur l'aile droite. Mais il faut un peu de talent individuel et que c'est pas forcément les attaquants qui, entre guillemets, marquent cette équipe-là, même s'il y a des très bons centres. Je parlerai de la Tour plus tard, mais voilà, c'est hyper efficace devant. Mais voilà, Vincent, il en parlera mieux que moi, mais au milieu de voilà, c'est vraiment le côté toile d'araignée où les côtés, ça va. Et après, dès que tu arrives au milieu et que tu essaies de créer un truc avec je sais pas, les 10 à l'ancienne, les Ozzy, les compagnies, il n'y a plus rien. Il n'y a pas ce joueur créatif-là qu'on a pu avoir avec un Belhanda. Ouais, après, il a un peu le revers de la médaille, c'est qu'il a construit un milieu très solide qui bloque énormément l'axe, etc., mais qui du coup a du mal à créer et les trois de devant doivent un peu se démerder avec l'apport des latéraux. Alex, tu veux qu'on rajoute un truc sur le style de jeu de Nice ou je donne la parole à Vincent et on conclut? Non, vas-y, je pense qu'on pourra développer en développant un peu l'équipe et dire un peu les lacunes qu'on voit. Ouais, exactement. Je vais donner du coup une dernière fois la parole du coup à Vincent et je vous rappelle qu'on vous mettra l'entretien complet sur nos réseaux sociaux si vous voulez écouter tout ça, c'était passionnant. Donc on va l'écouter sur les carences offensives de Nice.
Après, la mise en place du jeu de Nice, elle est très classique. C'est de la relance courte, beaucoup d'utilisation du jeu au pied du gardien, Marcin Bulka, et on cherche vraiment à aspirer l'adversaire, en fait. On a vu beaucoup de séquences entre Dante et Todibo, et d'ailleurs, ça a fait parler, où les deux centraux s'échangeaient le ballon en attendant le premier pressing adverse pour fixer la première ligne de défense et ensuite trouver des espaces au milieu ou sur les côtés. Et pour le moment, cette première relance est efficace, mais c'est surtout dans les 30 derniers mètres que Nice a du mal. Ça manque un peu de justesse technique, un peu de créativité, c'est assez stérile. On se crée quand même des occasions parce que avec la possession importante que Nice a, il y a quand même des joueurs aussi capables de faire des différences, comme Mofi, comme Boga, comme Thuram aussi. Et ça nous permet d'avoir des occasions, mais c'est encore trop peu, je trouve, vu le potentiel de cet effectif. Et puis, il y a eu aussi un manque dans l'efficacité offensive. On vendange beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de situations mal négociées par nos attaquants, et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Voilà, on a essayé de vous faire une cartographie un peu du style Farioli à Nice. Je crois que le plus simple, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, les gars, on va pas s'attarder sur le mercato d'été de Nice qui est pas passionnant. Il y a pas 35 000 trucs à dire. Je crois que le plus simple pour Le petit Jérémy Boga, voilà, ça fait 15 ans qu'on l'attend, mais Jérémy Boga ouais, est mais voilà, mais arrivé. on va sûrement en parler quand on va parler de l'effectif. C'est pour ça que Ouais, les 2-3 mecs dont on va parler, on va en ouais. parler pendant l'effectif. Euh, Justement, les gars, on va faire du classique comme on a l'habitude, du ligne par ligne pour voir un petit peu l'équipe type de Nice et ses forces en présence. Juste avant, petit changement, c'est que Tom va nous faire un wiki poto du coup sur un joueur important de cette équipe-là, qui est le gardien Marcin Bulka. Donc en fait, pour commencer cette petite revue d'effectifs, on va commencer par la chronique de Tom et le wiki poto sur Marcin Bulka. À seulement 24 ans, Marcin Bulka enchaîne les clubs, Nice étant déjà son 6e club. Formé au FCB Escola de Varsovie, club de la capitale polonaise affilié au Barça, il rejoint en 2016 les U18 de Chelsea, spécialisé dans l'achat de jeunes joueurs à l'époque et encore aujourd'hui. Les Blues de Chelsea sont aussi connus pour ne pas faire jouer ces jeunes joueurs, les prêtant à multiples reprises avant de les revendre à profit quelques années plus tard. Il veut cependant s'imposer à Londres, ayant préféré rejoindre le Royaume-Uni plutôt que rejoindre la Catalogne, club choix logique malgré son essai la même année au Barça. C'est parce que, bon, affiliation, donc forcément, le président, ça l'arrange de l'envoyer au Barça. Lui, il n'a pas envie. Lui, il veut jouer avec les grands. Non, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de grands joueurs au Barça à l'époque. Les, les observateurs sont bluffés par son envergure dès le plus jeune âge, mais également son aisance au jeu au pied. Il s'entraîne avec Courtois en équipe première de Chelsea, mais rapidement va déchanter, le club ne lui donnant pas l'opportunité de jouer avec les A. Bon, en même temps, quand tu as un peu Courtois en face de toi, voilà, compliqué. On lui propose des prêts en division inférieure, chose très classique à Chelsea et en Angleterre, mais il préfère admirer Giroud à l'entraînement. Têtu, les Blues ne conservent pas et il part au PSG, au moment où le club de la capitale supprime tout simplement son équipe réserve. C'est pratique quand tu arrives. Donc il joue que des matchs amicaux. En attendant, pour jouer des matchs compétitifs, il doit rejoindre en prêt Cartagena en Espagne, mais surtout Châteauroux, alors entraîné par Marco Simone. Ouais, vous vous souvenez, Marco Simone, les cheveux sur le CFC. C'était avec Deniso, Un là. grand Il y avait joueur. Deniso à Châteauroux à ce moment-là, non? Ouais, Absolument. belle époque. Hein. Je crois que ça n'a rien donné. Hein. Ça n'a rien donné. Il met un peu de temps à s'imposer, mais rapidement devient la pièce maîtresse de leur relance, dans un style de jeu qui joue, vraiment. Marco Simone a décidé que ça va être le grand football, pas à la Domenech, quoi. Les belles performances inspirent Nice à lâcher un peu moins d'1 million en août 2021 pour le se faire prêter du Paris, avant de lever l'option d'achat de 2 millions l'été suivant. En concurrence avec Walter Benitez, il titulaire en Coupe de France, arrêtant des pénaux de Paredes ou Xavi Simons en 8e contre Paris, avant de finalement perdre contre Nantes en finale. En concurrence la saison suivante avec Schmeichel, sa blessure à l'épaule le prive des terrains de 3 mois et de mondial avec la Pologne. C'est finalement le départ du portier danois qui l'envoie dans la lumière cet été, lui permettant d'enfin montrer tout son potentiel. Excellent sur penalty, on a évidemment parlé de ton jeu au pied et tes réflexes, mais son double arrêt sur penalty dans le derby contre Monaco lui permet d'être élu le meilleur joueur de Ligue 1 en septembre, chose que seulement 11 gardiens avaient fait devant lui depuis la création du trophée il y a 20 ans. Vous les avez, un de ces 11? Bon, évidemment, Barthez, Coupé, Lloris. Ah oui, il y a Jeannot, Mandanda et Navas aussi. Bon, il y a une petite pression, même si tu peux atteindre le niveau de Jeannot, ça serait déjà pas mal. En concurrence avec Chesney en sélection, il a du temps devant lui pour devenir un très grand gardien moderne, et pas seulement par sa taille.
Mention spéciale à l'article de SoFoot de Raphaël Brosse et Enzo Leani, rempli de citations de ses anciens coachs. Je vous le recommande très fortement. Merci Alex, pas du tout, Tom, pour cette Waouh. chronique sur le gardien polonais. D'ailleurs, pas trop de doute sur le fait qu'à mon avis, il va venir titiller Szczęsny assez rapidement, hein, je pense. Bah, Szczęsny n'est pas le plus mauvais, je pense qu'il a une mauvaise réputation de base, mais qu'il est quand même bien installé à la Juve. Ah hein, non, quand même, c'est loin d'être un mauvais gardien, mais en sélection nationale, ça n'a mais pas il est toujours vu. été l'assurance tout risque. Et je pense que Bulka, s'il Non. enchaîne les bonnes saisons, la relève est assurée. On Mais enchaîne. il a joué la dernière trêve, justement. Il a joué titulaire parce que Ouais. Szczęsny n'était pas là. Et on enchaîne du coup, Tom, avec la ligne de défense, qui est un peu le socle de cet OGC Nice avec Bulka. Bah justement, on va quand même parler du fait que Sirigu est quand même remplaçant après être arrivé sans club cet été. Mais on va passer tout de suite à la défense parce qu'il y a un mec qui ne vieillit jamais, hein, un peu à la Hilton, c'est Dante. Hein, on parlait justement de l'ère Rivière. Dante, il est arrivé, c'est un cadre éternel. La Tchatch, toujours très bon en interview et qui est toujours aussi bon sur le terrain. Franchement, on ne veut pas se dire grand-chose. Il y a eu des années un peu moins de bien, mais ça va beaucoup mieux. Et surtout quand il est accompagné d'un un vrai crack. Moi, je n'ai pas toujours pensé que ça serait de ce niveau-là, mais Pareil. Todibo, malgré son échec au Barça, il s'est relancé. Et puis, franchement, c'est un cadre. Hein. Aujourd'hui, il est évidemment sélectionné en équipe de France. Bon, évidemment, de rire pendant la minute de silence, ça ne l'a pas aidé. Mais voilà, ça va devenir un cadre de l'équipe de France dans les années à venir. Il remplacera, je pense, à terme. Il n'y a pas forcément de joueur qui vieillit, mais je vois pas pourquoi un OP Mécano il a sa chance plus que Todibo, tu vois, aujourd'hui. Surtout qu'il est d'une régularité assez impressionnante et il est vraiment. Enfin, moi, Ouais. je le trouve vraiment très très Et bon. c'est l'assurance tout risque, c'est vraiment la confiance. J'ai jamais vu ça chez un mec. Hein. C'est vraiment Et assez il est très impressionnant. très complet. Faudrait qu'il aille se tester dans un top club. Et du coup, il y a qui pour les accompagner sur les couloirs? Alors, je vous ai parlé de Roberto Carlos, peut-être un jour. Melvin Barr, il est en train d'arriver à ce niveau-là. C'est clairement pas le joueur qu'on avait forcément imaginé à l'Olympique Lyonnais, même si ça nous a fait beaucoup de mal quand il est parti, au moins de côté de l'image, autant que le fait qu'on garde nos jeunes joueurs, etc. Bon, c'était pas forcément Melvin Barr le joueur à garder, mais aujourd'hui, on a peut-être tort hein, quand on voit que c'est Enrique ou Tagliafico de côté gauche. Mais en tout cas, voilà, il est dans les meilleurs centreurs et défenseurs latéraux en Europe. C'est quand même assez impressionnant en termes d'interception et de centre précis. Il n'y a pas vraiment beaucoup mieux que lui. Et de l'autre côté, c'est le Tomba qui est arrivé de Suisse des Young Boys il y a 3 ans, qui a eu un coup de moins bien quand même, je pense, sur le début, mais qui va quand même beaucoup mieux et qui arrive justement à faire cette rotation-là qu'on lui demande, cette toile d'araignée un peu mouvante. Il a été remplacé par Rosario récemment parce qu'il était blessé, mais Rosario est aussi un joueur plutôt solide, dont je suis sûr Alex nous parlera. Et enfin, il y a les rares matchs que j'ai vus avec Rosario à droite, il a été très bon hein, en dépannage. Ouais, et c'est un peu l'école Pays-Bas, ça, de pouvoir s'adapter un peu à n'importe quelle situation. Il est petit jeune, mais bon, évidemment, il faut noter la non-présence pour le moment de Attal, qui évidemment a été suspendu après des propos un petit peu particuliers sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est la fin de ma défense. Mais bon, la défense ne s'arrête pas là, elle s'arrête au milieu de terrain surtout. Ouais, Alex, tu vas nous parler un peu de ce socle qui est du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est extrêmement solide, peut-être qu'un petit déficit de créativité au milieu. Ouais, et le premier joueur dont je vais parler, c'est Youssouf Ndiaye Chimié, qui est. Putain, je suis trop content d'avoir réussi à le dire aussi vite. Qui est, je pense, le meilleur joueur de ce milieu de terrain, ou en tout cas, Farioli compte sur lui énormément. C'est un 6 qui a eu un peu le parcours. Rodri des Aiglons. C'est un peu ça. Il est arrivé en janvier dernier. Il a été formé au Burundi. Il a grandi en Turquie. C'est pas un 6 très défensif. Il a des stats, je crois, à 6-7 buts par saison. Il se projette vachement. Il frappe au but. Il est ultra complet. Moi, je crois vraiment que c'est la super pioche pour Nice et que Farioli de toute façon compte sur lui parce qu'on voit bien que à chaque fois il est aligné titulaire et il joue toutes les minutes. Devant lui on a Kefren Turam, le frère de Marcus, qui avait fait une super saison l'année dernière et qu'on attendait à un plus haut niveau cette année. Enfin, moi, je suis quand même assez déçu. Alors, est-ce que c'est le temps justement de comprendre les préceptes de Farioli et de vraiment s'adapter à ses demandes? Est-ce que va pas y avoir un Il a été déclic? blessé aussi en début de saison. Hein.
Ouais, c'est vrai, il a été blessé, mais je le vois beaucoup moins. Tu sais, on parlait de créativité par la passe. Lui, Oui, il a une créativité par le cassage de ligne en avançant balle au pied, où il oui, a et vraiment on le sent moins se projeter, donc il est peut-être en effet c'est un peu ça. bridé. C'est ça. Alors, est-ce que c'est des consignes de Farioli ou est-ce que c'est lui qui a perdu son explosivité en début de saison parce qu'il a moins de confiance ou quoi? Je sais pas. Toujours est-il que si on est déçu de l'animation offensive, pour moi, ça commence par là. Et à côté de lui, on a Morgan Sanson. Ou Boudaoui, mais c'est quand même Sanson qui a un peu plus joué, j'ai l'impression, cette année. Morgan Sanson, qu'on a vachement connu à Marseille, qui est parti en Angleterre, qui pour moi est un joueur de devoir, un joueur qui, en fait, tu vas jamais t'extasier sur un de ces matchs et tu seras jamais vraiment déçu. Pour moi, c'est le joueur type de Ligue 1 assez complet, mais pas transcendant, et qui en fait exprime un peu la Et lacune de créativité. encore une fois, on colle au précepte de Farioli parce que Boudaoui est un mec plus explosif, mais aussi plus de déséquilibre, peut-être moins sérieux tactiquement. C'est vrai. Et donc, on sent que Farioli est là vraiment, surtout principalement pour assurer un socle arrière. Et du coup, les trois de devant, en vrai, même si ça manque de créativité derrière, on pouvait s'attendre à un peu plus Ah d'étincelles. sur le papier, c'est sexy. On a donc Diop, Mofi et Laborde. Peut-être, moi, je t'avais préparé une petite question, Jules. Si tu te remets au moment de l'échange Laborde-Guéry, tu le re-signes aujourd'hui? Je sais pas, il est pas parti pour des raisons sportives, donc c'est compliqué Ouais, à c'est dire. vrai. Et puis, Guiri commence à se mettre un peu dedans, donc pour ce prix-là, non. Si ça avait été Mm. un échange sec, je t'aurais dit why not. Le problème, c'est qu'on a rajouté du fric avec, alors que ça les Ouais. valait pas. Ouais. Mais Laborde est un joueur que j'adore, même Bah, si apparemment c'est un gros partouzeur. raison de plus. C'est vrai. Warren, Non, mais bon, Laborde, on est tous d'accord, c'est un profil qu'on aime bien. En plus, il joue un peu excentré et pourtant il arrive à vraiment se mettre en valeur. À gauche, on a Diop qui vient de Monaco, qui est un gros prospect aussi quand même. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura un step de prix. On voit des choses hyper intéressantes par instant, mais c'est quand même encore très Ah, c'est trop irrégulier. irrégulier. Et pourtant, c'est un mec, on sent qu'il est bourré de talent, qui a parfois une capacité de faire des passes sublimes où vraiment il voit des choses que personne n'a vues. Mais c'est une fois tous les 4 matchs. Donc c'est vrai que c'est dur de rester accroché. Et puis devant, Mofi dont on a parlé tout à l'heure, attaquant ultra puissant, qui va vite, qui peut bouger n'importe quelle défense, qui a une grosse qualité de frappe, qui prend la profondeur, qui sait jouer en pivot, qui sait un peu tout faire. Et il y a eu des questions au début à l'arrivée de Farioli de savoir si Mofi était adapté au jeu de Farioli. En vrai, je comprends pas trop pourquoi. Je comprends pas trop pourquoi il le serait pas. C'est juste une question de temps. Le gars, il est là depuis. Ça fait quoi? Ça fait 12 matchs qui ont été joués, je crois. Même pas. Donc il y a juste à mon avis, il y a juste une question de temps. Et si les joueurs ne comprennent pas et que ça marche pas, ils auront essayé. C'est pas dramatique non plus. Je pense que ces questions sur Mofi qui sont arrivées, c'était certainement aussi parce qu'on nous a vendu au début le jeu de Farioli comme un jeu de possession et que Mofi est peut-être plus un attaquant de transition. C'est à ce moment-là que les questions se sont posées. Et on rajoutera aussi peut-être qu'il arrive au mercato d'été, puisque comme disait Tom, on l'attend depuis 15 ans, mais il a quand même fait des matchs assez intéressants, Boga. On parlait d'explosivité, c'est peut-être un des rares qui peut, par le dribble, déstabiliser des défenses bien en place. Il a fait un ou deux matchs intéressants, mais c'est vrai qu'à gauche, du coup, entre Diop et Boga, on est un peu sur Ah, le et puis, royaume de l'irrégularité, quoi. Ça peut être un peu tout blanc ou tout noir en fonction des matchs. 16 Euh, millions quand même. 16 millions. C'est, enfin, ouais, mais 18, je pense même. il ouais, Transfermarkt, je crois il y a 18. une ou deux. J'avais pas mal regardé Nice en début de saison et quand Boga était titulaire, il y a eu 2-3 matchs où s'il est pas là, il les gagne pas les matchs, hein. Donc il leur sauve. Ah bah, c'est un joueur magnifique. Il Moi, leur je a déjà l'adorais à fait, je pense qu'il leur a l'Atalanta. déjà fait Voilà, gagner quand il est là, il 6-9 est là. points Hein. depuis le début de la saison, quand même. Et le problème, c'est que voilà, très, très irrégulier. Les gars, on va aller un peu plus vite que d'habitude sur ce que vous imaginez pour Nice, parce que comme d'hab, on sait que ça va dépendre de si Ghisolfi reste, de si parce on en parle dans l'entretien complet. Avec Vincent, ça va dépendre aussi de si jamais Ineos décide de racheter Manu, ça va remettre le projet au GC Nice un petit peu machin. Donc je vais vous demander juste vos perspectives pour Nice cette saison. Comment vous les voyez finir la saison et où est-ce que vous les voyez arriver? Moi, je pense que ça va être européen, ça c'est quasiment sûr. Je pense qu'avec l'OL distancé, franchement, je sais pas si l'OM est capable de remonter autant la pente, mais euh, le seul truc qui va être problématique, ça va être la CAN, parce que Mofi sera probablement sélectionné avec le Nigeria. Euh,
Donc il y aura des petits soucis là et il va manquer de la créativité. Donc il faut voir si ça se dégringole pas après Noël. Mais je pense qu'ils peuvent être européens, sachant que pour le moment, la France a une 4e place en Ligue des Champions, donc plus de places en Conference League, etc. L'idée, ce serait pas d'être ridicule à nouveau l'année prochaine en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe, mais je pense que ça peut se pérenniser, mais ce sera pas forcément sensationnel. Je pense que s'ils font une saison en marquant 40 buts ou 45 buts, euh, voilà, ce serait pas Oui, et choquant, puis quoi. honnêtement, ils sont très solides et vu l'état des autres clubs en Ligue 1 et de ceux qui étaient attendus pour jouer ces Oui. places-là actuellement, ils n'ont pas trop d'inquiétude à se Bah, faire. Reims même, c'est pas aussi flamboyant qu'on aurait imaginé, tu vois. C'est pas. Oui, non, mais de toute façon, enfin voilà, Je pense que Nice est au-dessus de non, mais Reims, par déjà, tu exemple, mets là, Lyon, Rennes actuellement. out, tu mets OM Lens démarrage tardif, ça leur laisse une petite marge qui est déjà Ouais. intéressante pour aller se positionner dans les 4 voire 6 premières places de la Ligue 1. Alex, rapidement, tu t'es du même avis? Moi, c'est surtout que la Ligue 1 est tellement pourrie cette année et elle me fait péter les plombs tellement c'est nul. J'ai envie qu'il y ait un déclic à Nice, hein. Enfin, tu vois, qu'on ait au moins un club avec Paris et Monaco qui propose du Ouais, jeu une parce équipe que frisson un peu. franchement, c'est abominable, quoi. Et la dernière question, tu en as parlé rapidement, Jules, c'est juste, en fait, Radcliffe, il veut faire quoi? Il veut faire de Manchester son bijou numéro un, mettre Nice en second. Est-ce qu'il y aura, enfin, on sait pas du tout où en est le projet. Est-ce que c'était du bullshit au début de la saison quand ils ont dit que ça baissait cette année, on voit les trucs à la baisse? Ouais, mais pour combien de temps? Enfin, on sait pas. Mais en tout cas, pour cette saison, je pense qu'avec, comme tu disais, avec le retard qui a été pris de partout, la faiblesse du championnat et qu'il y a trop d'équipes inconstantes, moi, je les vois bien faire podium, hein. Franchement, ça me paraît pas délirant du tout, hein. Sachant que Nice comme Nice n'a que ça à jouer. Enfin, Exactement. Ouais. Non, la chose à savoir quand même, enfin, on n'en parle pas avec Vincent, mais c'est à voir, la vraie question, c'est à voir si le pourcentage de rachat de United, parce que Ratcliffe, du coup, il va peut-être devoir faire un choix s'il est majoritaire vis-à-vis de Bah là, il l'UEFA, parle de etc. Donc ça serait intéressant à 25%, hein, suivre aussi. je crois. Ouais, mais même, parce que le truc, c'est qu'il récupère du pouvoir Ah oui, footballistique. d'accord. Donc c'est à voir si l'UEFA ouais. considère ça Bah, de comme toute un façon, pouvoir sur le. on va Ouais, attendre que ouais, tout ouais. ça soit acté. A priori, Le rachat, normalement, ce sera fait avant la fin on de fera l'année, je pense, peut-être logiquement. peut-être quand ce Mais sera bon, fait, on fera peut-être un format court là-dessus où il y aura peut-être un épisode du Comex d'ailleurs aussi, peut-être, on verra ça. peut-être. Bon, on était un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait plein de choses à dire, c'était super intéressant. Je remercie encore une fois Bertigno, Vincent, pour le temps qu'il nous a accordé. On va vous mettre l'entretien complet dans un petit épisode bonus qui sortira certainement en même temps que l'épisode ou peut-être ce week-end un peu après. En tout cas, merci à tous de continuer à nous suivre par ces temps froids. Si vous avez du retard, c'est parfait. Vous vous mettez sous un plaid, vous branchez poteau carré et vous pouvez rattraper tous les épisodes depuis le début de la saison et même ceux de la saison dernière si vous voulez. Parce que vu le parcours d'Aston Villa, on s'est pas planté sur tous les clubs non plus. En tout cas, merci à tous. Profitez bien de vos proches, profitez bien du Boxing Day, profitez bien des fêtes et je vous dis à dans 15 jours. Ciao.